Dans cet épisode, je vais vous prouver qu'on peut se faire un petit van aménagé pour moins de 50 €. Je vais vous montrer l'installation de ma pergola, les travaux au rucher et on va essayer de résoudre un mystère inquiétant puisque j'arrive à faire fonctionner ma tondeuse même quand la bougie n'est pas branchée. Bon, je vais essayer de m'aménager un camping-car pour partir en week-end en vacances et pour ça j'ai un véhicule qui est vraiment parfaitement adapté. Tadam! Ma petite Twingo. Donc l'idée c'est d'en faire un véhicule dans lequel je peux dormir et je peux éventuellement travailler un peu avec un PC et tout si j'ai envie de travailler à distance et que je puisse quand même me déplacer facilement sans tout redémonter tous les soirs. Donc voilà, et que ce soit un petit peu isolé, ça serait pas mal. Bon, c'est quand même vachement petit une Twingo, mais j'avais déjà fait des tests et je pense qu'il y a moyen de faire un truc en démontant toute la banquette arrière en fait. Et vu que c'est pour rouler que moi tout seul, la partie passager aussi, je vais pouvoir la repousser à fond pour que ça prenne le moins de place possible. Il faut juste que je garde la partie poste de conduite pas trop modifiée. Bon, alors là l'idéal, ce que j'aurais bien aimé, c'est de pouvoir coucher, enfin même enlever complètement, soit coucher ça complètement, le dossier de pièces passager, soit enlever le détacher, mais bon, j'ai regardé les modifications, c'est compliqué et voilà, j'ai pas envie de faire de trucs un peu bizarres et qu'après ça soit plus solidement attaché en cas d'accident. Donc du coup je vais faire autrement. Je fais quand même 1,80 m, mais logiquement, d'après mes calculs et mes tests, je devrais tenir en biais comme ça. Il faut juste que je pousse ça au maximum. Là, tout du fond, là, j'ai un appui, donc c'est bon. Il y a juste du coup entre le siège passager poussé à fond qu'il y a le trou normalement pour mettre les pieds des gens qui sont à l'arrière. Donc il faut que je mette une petite planche pour faire un support à ce niveau-là. Et donc je vais récupérer les bouts d'OSB de la maison. Ça me fait un appui. Ça n'a pas besoin d'être très solide. Là, ça va venir s'appuyer sur le fond et là-bas il faut juste que voilà, il va y avoir mes pieds, donc ça va être quelques kilos, hein. Ça n'a pas besoin d'être très solide. Bon, moment de vérité, est-ce que je tiens allongé? Et quasiment, c'est un poil court, mais en fait je vais le couper au ras et du coup je vais gagner quasiment 20 cm, donc ça va être nickel. Et donc ça, c'est des vieux matelas que j'avais dans un clic-clac quand j'étais adolescent, et après on s'en était servi avec Salomon. On avait aménagé un camion, mais là c'était un vrai aménagement, pas juste dans une Twingo. Donc c'était un Renault Master 2, un gros truc, il y avait une douche, il y avait un coin cuisine, etc. Et si ça vous intéresse de savoir comment aménager un camion de A à Z, on avait fait un blog où on explique plein de trucs sur l'aménagement des camions. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais enlever les housses, couper la mousse à la bonne longueur. C'est pas mal du tout, et en fait, bonne surprise, j'ai pas eu besoin de recoudre en fait le drap comme une espèce de fermeture éclair tout le tour. J'ai juste refermé, j'ai 40-50 cm de plus, mais j'ai retourné par en dessous. Ça va largement être suffisant, et au moins si jamais je change d'avis, je vais garder la chute et je pourrais rallonger, je pourrais recouper si j'ai besoin, voilà. Et le truc qui était important pour moi, que j'avais envie, c'est de pouvoir me coucher dans la voiture sans devoir justement sortir dehors, mettre des planches, changer des trucs. C'est par exemple, il pleut, bam, je me garde dans un endroit tranquille, je suis à l'abri dans ma voiture et sans devoir ouvrir les portes, sans avoir besoin d'ouvrir les portes, je peux aller me coucher. Et donc là, normalement, c'est le cas. Voilà, donc là, je suis en train de conduire, boum boum, je me gare et hop, je peux aller dans mon lit sans sortir et sans me mouiller et sans avoir rien à installer. Et par contre, clairement, c'est pas pour deux, hein, mais moi, c'est parfait pour moi. Et si j'ai besoin de partir rapidement, c'est pareil, j'ai besoin de tout démonter. La partie voiture de conducteur reste ultra accessible facilement. Bon, alors l'espace dodo, l'espace coin à l'abri pour pouvoir travailler sur un ordinateur, ça normalement c'est bon. Le truc que je voudrais faire maintenant, c'est protéger les vitres pour deux raisons. Je voudrais déjà masquer pour mon intimité, si je me change, etc. Si je me fais une petite toilette ou même juste dormir, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne regarder par la fenêtre. Donc je voudrais occulter toutes les vitres, donc pare-brise arrière, pare-brise avant et puis les vitres sur les côtés. Ce que j'aimerais aussi en même temps, c'est pouvoir isoler un petit peu. Dès qu'il y a un rayon de soleil dans une voiture, hein, ça fait effet sauna, donc ça chauffe très vite et j'ai pas envie d'être réveillé à 7 h en sueur parce qu'il fait 40 degrés dans la voiture, donc je voudrais mettre un petit truc isolant. J'ai trouvé des vieux tapis d'occasion qui ressemblent à ça, qui sont en rouleau à peu près d'1 mètre sur 4-5 mètres. Et donc c'est une mousse à peu près d'1 centimètre, donc une mousse souple, mais voilà, du coup qui est isolante. Et par dessus il y a un film réfléchissant, donc qui permet aussi de renvoyer les infrarouges de la chaleur à l'intérieur. Donc moi je trouvais ça intéressant d'avoir le côté rayonnant à l'intérieur, comme ça ma chaleur à moi, plutôt que de partir à l'extérieur, elle est un peu reflétée à l'intérieur et donc ça maintient un peu longtemps la chaleur. Ma première idée avec ces trucs là, ça a été donc évidemment de les couper à la taille de la fenêtre, donc tout simplement avec un ciseau. J'ai juste à venir coller de contre, d'appuyer, et en fait vu que ça tord un petit peu quand on appuie, ça laisse la trace, et donc après j'ai juste à repasser au crayon puis à découper comme il faut.
Et ça tient tout seul. Comme la mousse, je sais pas, elle est un peu souple, elle s'étend, la bonne texture. Et ben juste de la mettre un peu en force autour en appuyant bien, ça suffit à ce qu'elle bouge pas. Du coup à l'arrière j'ai mis 2 ventouses parce que comme c'est grand, ben je suis quand même plus tranquille avec les ventouses, j'ai pas envie que ça me tombe sur la tête la nuit. Je fais trop en magasin de bricolage dans les trucs de salle de bain. Et j'ai fait un trou et il y a une petite boule en fait qui vient traverser, et comme la boule est plus grande que le trou, comme ça rentre en force, et ben ça, voilà, ma ventouse elle tient largement assez. Et comme ça je peux venir l'installer au fond là. Le seul inconvénient c'est que la mousse que j'ai trouvée elle est rose, et du coup je trouve que c'est vraiment pas discret du tout d'avoir une voiture avec des vitres roses. Il me reste une vieille bombe de peinture et peut-être que je vais mettre un coup de peinture sur le côté rose, pas que ce soit forcément tout noir, mais au moins éviter que ce soit aussi flashé, que ça tire autant l'attention. Bon, ça se met en 2 secondes, c'est super rapide. J'en ai peut-être pour 3 minutes à mettre toutes les vitres. Un autre avantage encore de ce système là, c'est que comme c'est vitre par vitre, en fait je peux continuer d'ouvrir ma portière sans souci si j'ai besoin d'aller chercher un truc dehors, si je veux préparer la voiture et puis aller faire un tour dehors ou manger dehors, aller me faire une petite balade avant de me coucher. Et pareil à enlever si je dois partir rapidement, voilà, hop, j'enlève, je bazarde ça derrière et voilà. Je suis assez content du système. Et maintenant je suis prêt pour aller tester mon petit aménagement de Twingo en situation réelle. Bon, ça y est, c'est tout installé, les protections des vitres. Un autre avantage d'avoir pris des trucs réfléchissants, c'est que du coup, juste avec une petite lumière, ça m'éclaire bien toute la voiture. Pour les vitres avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tapis de sol, et vraiment c'est pas très cher, c'est genre 3 € le tapis de sol chez Decathlon, donc il n'y en a pas besoin de beaucoup pour faire une petite Twingo comme ça. Mais par contre, c'est pas réfléchissant isolant, et c'est pas aussi mou, et du coup je peux pas faire le même système où là c'est juste enfoncé puis ça tient tout seul sans ventouse. À l'avant, j'ai obligé de mettre 5 ventouses, je crois, ouais, en tout 5 ventouses. Mais voilà, c'est une solution qui est pratique quand même. Un truc important aussi, c'est que il faut que l'air elle se renouvelle un petit peu dans la voiture pour pas que je meure asphyxié. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes vitres avant de 5-10 cm. Et donc voilà, il y a un peu d'air qui passe. Et du coup, je peux venir mettre avec un petit cure-dent, hop, pour que ça reste. Je vais mettre un petit cure-dent comme ça. Et comme ça, il y a un peu d'air qui passe toute la nuit, et je peux ouvrir plus ou moins la fenêtre suivant la température qu'il fait à l'extérieur et comment je veux que ça soit aéré ou pas dans la voiture. Bon, et maintenant il va falloir que je bosse un petit peu pour la chaîne YouTube et pour mes clients. Je vous avais montré il y a quelques temps une batterie que j'utilise. Ça va me permettre de pouvoir brancher mon PC et donc de travailler pendant plusieurs heures dans ma voiture quand je suis en déplacement. Donc ça c'est vraiment cool. Et je peux aussi recharger mes batteries parce que là en fait je pars principalement pour aller faire à la base des reportages pour la chaîne YouTube. Et donc j'ai besoin absolument de charger à fond mes batteries avant d'aller tourner. Donc toutes mes batteries d'appareils photo. J'ai aussi quelques batteries pour des lampes si j'ai besoin d'éclairer certains endroits. Donc voilà, on peut brancher éventuellement des panneaux solaires, donc là moi j'en ai pas, mais je pourrais en prendre et puis la journée laisser 2-3 heures pour que ça recharge un peu les batteries si vraiment je partais longtemps. Et je peux aussi brancher directement mes appareils en 220 et ça c'est cool, j'ai pas besoin d'utiliser des convertisseurs ou des trucs comme ça, donc ultra pratique. Donc moi c'est une batterie EcoFlow de 1,6 kWh que j'utilise, donc ça devrait largement me suffire pour une semaine en bossant les soirs et en rechargeant mes trucs pour tourner les vidéos. Et moi je l'ai calé là en dessous. Par contre, il faut faire attention quand même. Moi, il y a quand même pas mal d'aération, mais voilà, si jamais je bosse 2-3 heures, je ferai gaffe de remonter un petit peu le matelas ici pour que ça aère et pas que ça surchauffe trop quand même. Bon, regardez comment je suis installé. Je tiens parfaitement avec mon espèce de repose-pied là-bas, donc c'est trop bien. Bon, là je viens de faire de bosser, donc je vais pouvoir passer à l'étape dodo et m'installer en position nue, mais bon, c'est déjà quasiment tout installé. Bon, là-bas j'ai prévu une couette normale pour dormir parce que je trouve que c'est le plus agréable, mais j'ai quand même pris un duvet qui va jusqu'à 0 degré s'il fait froid, mais là limite j'ai déjà trop chaud, donc j'en aurais pas besoin cette nuit je pense. Allez, bonne nuit les pingouins. J'ai trop bien dormi, donc franchement c'est validé, c'est nickel. Bon allez, faut que je bouge. Oh, bon, la semaine dernière il m'est arrivé un truc assez incroyable et que je pensais pas arriver vraiment. Pour moi c'était surnaturel. Voilà, c'était comme ça, pas connecté. Et j'essaie de démarrer parce que j'avais oublié de la remettre, tout simplement. Et regardez ce qui se passe quand je fais ça. Donc en fait, moi quand je vais trifouiller sous la tondeuse par exemple parce qu'il y a de l'air bourré ou voilà, il y a un truc à faire en dessous, mon père il m'avait appris qu'il fait tout le temps enlever l'antiparasite de la bougie parce qu'en fait c'est là qu'il y a l'alimentation de la bougie qui vient alimenter la bougie, donc qui permet en fait de faire l'explosion dans le moteur. Et donc si la bougie n'est pas alimentée, il n'y a pas d'explosion et donc le moteur peut pas tourner, donc
Question sécurité, c'est plutôt pas mal. Sauf que bah, j'étais en train de tondre, je sais pas, j'avais un truc à faire en dessous, donc j'ai enlevé l'antiparasite, la bougie est plus reliée. Et j'ai oublié de le remettre. J'ai essayé de démarrer la tondeuse et elle a démarré. J'ai enlevé l'antiparasite, j'ai posé comme ça. Ça fait pas contact. Voilà, on voit que ça tourne alors que c'est pas branché. Super dangereux parce que bah moi généralement voilà, je l'enlevais et je laissais comme ça à côté. Alors déjà moi pendant 30 ans j'ai cru que dès que j'avais enlevé la bougie j'étais en sécurité, je pouvais trifouiller les doigts. Et en fait bah non, donc faut faire attention, ça peut démarrer, se déclencher quand même. Du coup je vous ai demandé sur Insta si vous aviez une idée d'où ça venait parce que voilà, il y a souvent des experts en tout sur Insta qui me suivent, c'est une grande chance. Du coup je vous avais posé la question et donc il y avait 3 réponses qui revenaient souvent. Premièrement c'est que ça pouvait être une bougie juste de préchauffage ici et donc bah, une fois que le moteur est chaud il y a une autre bougie qui s'occupe de l'allumage pour faire l'explosion. Mais non, j'ai vérifié partout, j'ai fait dans le manuel, il n'y a qu'une bougie sur cette tondeuse là et c'est une bougie pour faire l'explosion. La deuxième chose que vous m'avez dit c'est que dans un moteur comme ça de tondeuse, ce qui pouvait se passer c'est qu'à l'intérieur même du moteur, quand il est chaud, que ça a tourné, il y a des petites impuretés qui s'appellent la calamine je crois et donc il peut y avoir à force qu'il y ait des explosions dans le moteur un petit bout de calamine qui reste incandescent comme une petite braise en fait, qui fait que bah, quand il y a la compression du moteur en fait ça suffit à déclencher l'explosion. La tondeuse elle a 4-5 ans donc elle est probablement un peu encrassée dedans et donc ça aurait pu être une possibilité, mais a priori ça fait que ça quand la tondeuse est chaude vu qu'il faut que la braise soit déjà un peu allumée on va dire, mais là voilà, là je peux toucher là, c'est voilà, c'est pas chaud, ça a tourné juste 2 minutes pour la vidéo. Et donc c'est certainement la 3e explication que vous m'avez donnée sur Insta qui est la bonne, c'est qu'en fait l'arc électrique il traverse l'air et il arrive quand même à rejoindre la bougie et à l'alimenter malgré que ça soit pas vraiment une connexion franche en fait, juste ça arrive à traverser l'air parce que c'est pas assez éloigné. On voit quand même que là c'est au moins 1 cm à 1,5 cm le connecteur, tout ça c'est en plastique donc ça conduit pas, mais voilà il y a tellement de tension que ça arrive à traverser, donc soit peut-être en suivant une partie de la carrosserie qui est conducteur en métal, donc par exemple si je pose par là la bougie, ça peut éventuellement l'arc électrique suivre ici, après je tac alimenter là. Et donc je pense que c'est ça parce qu'en fait ça dépend vraiment de où je mets l'antiparasite quand je l'enlève, donc faire attention, essayer de l'éloigner le plus possible, surtout quand on va trifouiller dessous, mais voilà, ça suffit pas à être sûr à 100% que ça démarrera pas, donc toujours important d'avoir plusieurs sécurités. La première fois que j'ai vu ça vraiment j'ai halluciné, je me suis dit mais impossible que le moteur tourne alors que c'est enlevé. Pendant 30 ans j'ai cru que j'étais en sécurité quand je faisais ça et en fait non, donc voilà, soyez toujours prudent un maximum. Bon, j'ai enfin fini un truc qui traînait depuis presque 1 an, je vous avais montré le début dans un des premiers vlogs que j'ai fait d'ailleurs, c'est l'installation de la pergola et ça y est, elle est finie, tout installée. Et du coup je peux manger dessous et travailler aussi dessous, donc c'est parfait. Et donc là je l'ai installé et donc la première chose que j'ai fait, je sais pas si vous voyez mais là la terre elle est, voilà, il y a plus d'herbe, c'est parce qu'en fait mon terrain il est en pente et on dirait pas comme ça mais il y avait quasiment 40 cm de différence, donc ce qui fait que si mon support là est complètement enfoncé, celui-là était au ras du sol, donc il n'est dans rien. Et là vous voyez, même en ayant rattrapé un peu le niveau du sol, il reste quand même 15-20 cm de différence. Et donc ensuite c'est des supports en acier galvanisé, donc voilà, ça peut s'enfoncer dans le sol, ça craint rien. En premier je commence par le poteau qui sera le plus enfoncé, je vais le mettre quasiment au ras du sol et après je mets une grande règle pour mettre le suivant et pour mettre les suivants, etc. Et ce que j'ai fait aussi pour les positionner, j'ai mesuré en haut quelle distance j'avais exactement. Je mets le premier, je mesure la distance, après je mesure la diagonale pour être sûr que je suis perpendiculaire, et donc après je suis venu avec l'aide de mon père parce que bah, ça tout seul je pouvais pas le faire, on est venu enfiler les poteaux dedans et voilà, je vais peut-être rajouter une petite vis ou deux dans les coins, mais en fait il y a très peu de chances pour que ça s'envole et que ça bouge quand même. Et au-dessus, pour faire un petit peu d'ombre, dans un premier temps j'ai mis donc une espèce de canisse en bambou, c'est des petits morceaux de bambou qui sont fendus et qui sont maintenus avec un petit fil de fer, et j'ai mis du fil de fer pour tenir avec les morceaux de bois pour pas que ça s'envole. Comme ça à jouer, bon ça prend pas trop le vent non plus, mais voilà, au moins je suis sûr que ça s'envolera pas. Et donc ça, bon, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit sur Instagram que ça tenait pas pendant des années. Ce que je pense faire en fait, c'est mettre aux 4 coins des plantes grimpantes style vigne ou un truc voilà qui se mange, qui est utile. Il faut que je me renseigne un petit peu. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc voilà, un truc qui va grimper, et puis d'ici quelques années c'est une toiture végétale que j'aurai, et tant pis si le bambou bah, il sera un peu usé et qui servira plus à grand chose d'ici là. Alors début avril, j'avais quelques travaux d'apiculture à faire. Quand je m'occupais des abeilles, je mets une tenue de protection bien sûr, et je prends aussi toujours un enfumoir dans lequel je mets un peu de BRF et de l'herbe sèche. Et en fait, ça me permet d'éviter que les abeilles soient trop agressives et qu'elles m'attaquent. Donc en fait, je mets toujours un petit coup de fumée à l'entrée pour les avertir que je suis là. Et ensuite, j'utilise que si elles sont vraiment trop agressives avec moi. Donc le but du jour, c'est d'installer les hausses sur les corps des ruches. Donc en fait, les hausses, c'est là où les abeilles vont stocker le miel que moi je vais pouvoir récupérer en fin de saison.
Comme je dois ouvrir les ruches pour installer les hausses, j'en profite pour regarder quelques cadres dans le corps de la ruche pour voir si tout va bien. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abeilles, il y a des larves, il y a de la ponte, tout a l'air normal. Avant de poser la hausse, j'installe une grille à reine qui va empêcher en fait la reine de monter dans la hausse et de pondre dedans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la reine, elle est un peu plus grosse que toutes les autres abeilles. Donc la grille, en fait, elle est aux bonnes dimensions pour laisser passer les ouvrières, mais pas la reine. Grâce à ça, on n'aura que du miel dans la hausse et pas des larves que la reine aurait pu pondre. À l'intérieur de la hausse, on va trouver la même chose que dans le corps, c'est-à-dire des cadres en bois sur lesquels on a mis une feuille de cire où les abeilles elles vont bâtir des petites alvéoles et ensuite remplir ça de miel. La différence entre le corps de ruche et les hausses, c'est que les hausses elles sont un peu moins hautes. Et en fait, si jamais elles remplissent rapidement toute la hausse de miel, je pourrais en empiler d'autres par-dessus pour qu'elles continuent à avoir de la place pour stocker du miel. Alors il faut vraiment essayer d'être le plus délicat et attentif quand on ouvre les ruches parce que c'est des petites bêtes super fragiles, faut pas grand chose pour en écraser une. Et si jamais on fait une petite erreur et qu'on écrase malheureusement la reine, c'est toute la colonie qui est condamnée parce qu'il n'y a qu'une seule reine par ruche. Une fois mes hausses en place, je peux refermer la ruche et laisser les petites abeilles remplir les hausses de miel petit à petit tranquillement.